En réalité, ce Thor Love and Thunder n'est qu'une vaste blague. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Thor Love and Thunder. J'ai fait pour cette critique une partie non-spoil, puis une partie spoil. Évidemment, quand le moment spoiler arrivera, je mettrai un signal, vous inquiétez pas. La critique de Peaky Blinders saison 6 est disponible sur ma chaîne, donc je t'invite à aller voir ça si ça t'intéresse. Une vidéo sur le dernier tome de Berserk est évidemment en préparation, je le dis dans ma vidéo précédente, mais je vous le rappelle au cas où, donc je t'invite à t'abonner pour suivre tout ça si tu aimes Berserk comme moi. Et pour le moment, il est temps de parler de Thor Love and Thunder. Comme je l'ai dit dans ma vidéo réaction sur la dernière bande-annonce de Thor Love and Thunder, j'avais beaucoup aimé le film précédent Thor Ragnarok, également réalisé par Taika Waititi. Comment vous dire ça? Ragnarok avait un scénario et une ambiance qui se prêtaient en fait à la comédie, et la plupart des vannes improvisées et puis si bien jouées de la part de nos acteurs fonctionnaient parfaitement. Mais là, dans Thor Love and Thunder, ça n'a pas de sens. Le scénario s'y prête pas du tout. Les vannes n'ont pas la moindre subtilité et la plupart d'entre elles sont carrément hors sujet. Vraiment, elles n'ont rien à faire là, quoi. Alors que j'ai vraiment adoré certains costumes et même le style en général du film, pourtant c'est l'un des rares Marvel où j'ai vraiment trouvé certains personnages totalement ridicules. Ensuite, je me posais beaucoup de questions, savoir comment ils allaient amener certains sujets dans l'histoire, et les seules réponses que j'ai eues finalement, c'est ta gueule c'est magique, ou en tout cas pour certaines scènes, ta gueule c'est l'amour. La bande son quant à elle est excellente, malgré qu'ils font de Thor et Guns N' Roses la même chose qu'ils avaient fait avec Iron Man et AC/DC. Par contre, il y a pas mal d'éléments qui ont bien été exploités. Là tout de suite, je pense du coup au personnage interprété par Christian Bale, Gore, le tueur de Dieu, qui a permis à l'équipe de faire des choix artistiques vraiment très intéressants pour le coup. Mais en réalité, ce Thor Love and Thunder n'est qu'une vaste blague. Voilà, c'est fini pour la partie non spoil, donc on peut maintenant passer à la partie spoiler. Du coup, le film commence avec une sorte d'origin story avec le personnage de Gore interprété par Christian Bale. On voit sa fille qui meurt et lui qui va se réfugier en quelque sorte vers son dieu. Son dieu qui lui fait comprendre que ils ont prié pour lui pour rien et que d'autres se mettront à le vénérer et que voilà, il faut qu'il passe à autre chose. Il essaye même de le tuer et tout de suite on commence à se douter que là on est sur une origin story mais complètement bidon. Enfin, je sais pas qui a écrit ça, mais je veux dire au moment où Christian Bale tombe devant son dieu, il y a le tueur de dieu qui est mort juste derrière lui avec la lame et comme par hasard à ce moment-là son dieu essaye de le tuer et du coup la lame vient à Christian Bale. Enfin, c'est vraiment là pour le coup comme je le disais, c'est vraiment ta gueule c'est magique quoi. Ça fonctionne comme ça, quoi. D'un coup, il est devenu le tueur de Dieu parce que il est tombé là au bon moment, la lame l'a choisi. Et vraiment, tout le reste du film, t'as aucune explication là-dessus, quoi. C'est vraiment, il l'est devenu parce qu'il est devenu, c'est tout. Ensuite, on voit Thor qui est avec les Gardiens de la Galaxie, qui n'a pas trop d'autre but que de se battre. Et tu le sens un peu déprimé, le Thor, tu le sens un peu en manque de Jane, alors que dans tous les autres films, tu ressens pas du tout ce manque de Jane. Et ils ont créé une petite histoire en plus entre les deux, où apparemment, il aurait vécu un peu sur Terre, il serait pris un appart, etc. Enfin, un truc complètement sorti de nulle part, ça aussi. Du coup, on a une scène d'intro où les Gardiens de la Galaxie et Thor sont en train d'attaquer un genre de temple de dieu, avec des genres de chouettes un peu bikeuses, enfin, c'était assez rigolo. Là, il y avait du style, vraiment, les images sont très très belles, les looks étaient vraiment stylés, la musique s'accorde parfaitement avec les images, mais grosse comédie tout de suite. Tout de suite, on sent que là, on a une grosse référence à Jean-Claude Van Damme avec Thor, presque en trop, déjà en trop, alors que le film vient de commencer. Tout va un peu vite, quoi. Il y a un mec qui débarque pour lui dire attention, il y a un tueur de dieu, donc Thor se méfie, il se dit oh mon dieu, il y a un tueur de dieu, et avec les Gardiens de la Galaxie, il commence à regarder les dossiers, et il tombe sur sa pote qui appelle à l'aide. Et du coup, Thor y va directement avec Stormbreaker qui peut l'emmener n'importe où vu qu'il a le Bifrost. Bref, à ce moment-là, il rejoint sa pote qui a un bras en moins, qui est au bord de la mort, qui lui dit mais c'est pas grave parce que j'irai au Valhalla. Et là on commence à faire des vannes alors que lui il vient aider sa pote qui est vraiment au bord de la mort, mais ça commence à lui sortir mais non, pour aller au Valhalla faut mourir sur le champ de bataille, et là t'es encore vivante, t'as survécu donc t'iras pas au Valhalla. Elle dit oh putain fais chier, genre mais vraiment dans l'humour, tu sens tout de suite que c'est de la comédie. Et lui, il lui sort ton bras, lui, il est peut-être au Valhalla, du coup. Enfin, vraiment une vanne, mais pourrie, il n'y a pas de sens. Puis je trouve que ça crée un gros décalage entre certaines scènes, parce que justement, on va retrouver le personnage de Jane, interprété par Nathalie Portman, qui elle, du coup, a le cancer en phase 4. Bref, ça va pas du tout, elle cherche un autre remède que la science, et elle entendait apparemment l'ancien marteau détruit de Thor l'appeler. Donc elle a été au nouveau Asgard qui est sur Terre, et le marteau de Thor, comme par magie...
En fait, elle devient Thor comme ça, quoi. Juste le marteau se rassemble à sa présence et elle devient Thor. Il y a vraiment pas d'explication là-dessus. Enfin, si, il y a un truc, c'est un flashback où justement, quand ils étaient en couple, Thor, au bout d'un moment, parle à son marteau, il lui dit « Ouais, tu prends soin d'elle, hein, surtout ». Et on verra en plus que ça a pas tant marché que ça, hein, finalement. Donc voilà, on nous sort des explications totalement bidons, des trucs qui n'ont pas de sens du tout. Le décalage entre les scènes, c'est là où je voulais en venir, parce qu'on sait pas trop ce que le film veut faire passer comme message. C'est-à-dire que dans Thor Ragnarok, c'était vraiment de la comédie tout le long, même la relation entre Thor et Loki et tout, machin. On essayait vraiment pas de faire passer de sérieux dans les émotions entre les personnages. Tandis que là, il y a des moments donnés où on a essayé. C'est-à-dire que Jane, avec son cancer, au bout d'un moment, elle se retrouve dans sa salle de bain, et elle se sent vraiment pas bien, elle tape avec son marteau, et là, en fait, t'es censé être à fond dedans, d'avoir de la pitié pour le personnage, parce que tu sens que l'ambiance du film, d'un coup, devient sérieuse. Alors que t'as quand même 10 minutes avant la pote de Thor qui est à moitié en train de mourir avec un bras en moins, et là, ils sont en train de faire des vannes, à ce moment-là. Donc on se dit, ouais, c'est... Il y a un tel écart entre les scènes qu'on sait vraiment plus comment l'interpréter, le film, à un moment donné. On est là, ouais, mais là, c'est sérieux, faut qu'on s'inquiète pour le personnage, ou faut que... On sait plus. En fait, on sait plus parce que c'est trop décalé. Il y a trop de décalage entre les scènes. Du coup, Thor apprend que Gorr, joué par Christian Bale, va débarquer à Asgard, donc ils foncent à Asgard directement, donc sur Terre. Gorr débarque à Asgard, et Asgard, il fait nuit, et en fait, Gorr est totalement sombre, et il utilise l'ombre, en fait, pour se déplacer, pour créer des genres de monstres, d'araignées, etc. Le costume, le design qu'ils ont donné à Gorr, avec la photographie qui va avec, hein, parce que les images sombres qu'on a à ce moment-là, presque horrifiques, j'ai envie de dire, sont vraiment très plaisantes, parce que là, il y a un choix artistique qui est vraiment très intéressant, et qui est complètement à l'opposé du film. Donc du coup, quand Christian Bale, quand le personnage de Gorr intervient dans le film, on a un réel contraste entre ce qui se passe quand il est pas là, et ce qui se passe quand il est là. Au moins, avec ça, je trouve qu'ils ont au moins réussi quelque chose, parce que vraiment, quand le méchant arrive, on le sent tout de suite. Et ils ont fait des choix artistiques vraiment appréciables. Du coup là ça se tape et il y a Jane qui débarque du coup en Thor, donc c'est à ce moment là qu'on la voit la première fois dans le film en Thor. Thor débarque sur la ville, il a un petit affrontement avec Thor, mais il se replie assez rapidement et finit par enlever les enfants. Du coup, la Korg, Jane, Thor et la Valkyrie cherchent un moyen d'affronter ce mal, donc se posent et commencent à réfléchir. Donc là, pareil, hein, je vous épargne vanne sur vanne. Du coup, Thor a l'idée de les emmener à un congrès de dieux où il y aurait pas mal de dieux, enfin un congrès, une genre de place où tous les dieux se réuniraient. Et il y aurait le grand Hercule, il y aurait le grand Zeus. À ce moment-là, on a une vanne pareil, totalement ridicule de Korg qui dit « J'espère qu'il y aura mon dieu, nanani nananer hein, », c'est vraiment le nom de son dieu, c'est comme ça qu'il l'appelle. Quand ils arrivent à cette place que j'ai trouvée, bah finalement pas si bien faite pour le coup. Ça faisait faux, je trouvais que tout faisait faux dans cet environnement. J'ai été un peu déçu là-dessus, parce que vraiment s'il y a un truc que j'avais pas à reprocher à Thor jusqu'à maintenant, c'était son image, sa photographie, et la qualité des effets, la qualité, l'immersion en fait dans le film. De toute façon, ça fait pas 2 secondes qu'ils sont là, qu'ils arrivent, et que t'as Thor qui commence à sortir « Ah tiens, ça c'est dieu machin, ça c'est dieu machin », et qui nous sort « Eh regarde, il y a le dieu des raviolis », et là tu vois un genre de dieu des raviolis japonais, mais... Je comprends même pas, vous allez pas me dire que ça c'est dans les comics. Après peut-être que j'y connais rien, peut-être que c'est dans les comics, mais putain si c'est dans les comics faut pas le mettre dans le film quoi. D'accord, qui voit son dieu nanani nananer, enfin bref, hein, toutes les vannes qu'on peut faire on les fait. Zeus débarque, Zeus du coup joué par Russell Crowe, donc j'attendais beaucoup aussi de voir ce que ça allait donner, Zeus en Russell Crowe. Sauf que bah ils ont fait un Zeus totalement différent de ce à quoi on s'attend, ça c'était pas mal on va dire, parce que c'est vrai que ça surprend. On nous montre un Zeus un peu lâche, qui aime que la part du gain, qui aime que faire des orgies avec d'autres dieux. Il met Thor nu sur scène pour dévoiler son identité, t'as des gens qui s'évanouissent et tout, enfin vraiment le classique, on pouvait pas faire plus ringard que ça. Et je sais plus par quelle pirouette, ça commence à se taper. Écoute, Thor finit par tuer Zeus avec son arme iconique, son éclair, l'éclair de Zeus, et bah Thor l'utilise pour le tuer. Et d'ailleurs à ce moment-là, quand il se tape contre les ennemis, à l'endroit où il y a Zeus, et bah on voit vraiment des giclées de sang dans tous les sens, donc là je me suis dit oh intéressant, mais évidemment le sang est doré, que on va pas mettre des giclées de sang dans un Disney. Par contre dès que le sang est doré, alors là par contre ça vole dans tous les sens, hein. J'ai jamais vu autant de liquide sortir d'un corps dans un Marvel. Thor arrive à communiquer avec les enfants parce que, devinez quoi, Heimdall a eu un enfant. Alors Heimdall qu'on ne voit que surveiller le portail pendant au moins 4 ou 5 films, et bah apparemment il a une liaison amoureuse, il a fait un gosse, et le gosse il a presque 15 piges, genre vraiment, on sait pas d'où il sort, mais il est là ce gosse. Thor arrive à garder le contact avec les enfants grâce à le fils d'Heimdall qui s'appelle Alex, je crois, encore une référence à Guns N' Roses il me semble. On va avancer très vite à la bataille sur une lune, donc une lune dépourvue de lumière, donc là où Gorr aurait plus de pouvoir. Encore une détective incroyable, cette Valkyrie, qui nous dit « Mais attendez, si il se trouve dans un endroit dépourvu de lumière, et si l'ombre est son pouvoir, il sera plus fort alors là-bas ?»
Oui, c'est évident. Pareil, Jane Foster, une grande scientifique reconnue, qui se pose des questions genre « Ah mais c'est quoi une nécrolame? Ça s'appelle nécrolame, qu'est-ce que tu comprends pas dans le nom quoi ?» C'est comme si je te demandais c'est quoi un lance-pierre, tu vois ce que je veux dire? Bref, du coup, ils arrivent sur cette lune, il y a la bataille de fin, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand ils arrivent sur cette lune, tout devient en noir et blanc, et même pour eux, donc c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, au bout d'un moment, Jane utilise son marteau comme lumière, mais ça fait du coup une petite lumière, et tu vois très légèrement les couleurs qui reviennent sur elle, et par exemple, quand Thor utilise le pouvoir de la foudre, il n'y a que ses yeux et les éclairs bleus autour de lui, donc les choix artistiques étaient vraiment très intéressants. Pareil, quand on voit Gorr, Christian Bale arriver, il a les yeux uniquement orange, sinon il fait tout blanc, tout noir, et il fait vraiment super peur, donc c'était vraiment artistiquement parlant, avec des plans sur une lune un peu cassée, c'était vraiment très intéressant, sachant que les combats sont très fluides, les plans passent d'un coin à un autre très rapidement, on a l'impression que du coup les coups sont vraiment brutaux. Les choix de la mise en scène sur les cascades, sur les chorégraphies et sur les couleurs utilisées étaient vraiment pour le coup très réussis. Cette scène, je la retiens vraiment, j'ai été bluffé par le côté artistique de cette scène, et ça m'a plu pour le coup. Par contre, les phrases du méchant sont tellement bateaux, c'est le phrase de méchant que t'entends dans tous les dessins animés et tous les films de méchants classiques. Je suis très déçu là-dessus, parce que comme c'est Christian Bale, je me suis dit ils vont au moins travailler un peu le texte, mais non, là, Taika Waititi n'a vraiment pas travaillé plus que ça son film finalement, donc c'est très décevant. Valkyrie se fait toucher, Thor se fait dominer, donc il faut battre en retrait. Thor tient Stormbreaker et du coup la récupère, et Thor lui est parti dans le Bifrost du coup avec ses amis. Il faut savoir que l'objectif de Gorr est d'accéder à l'éternité qui lui permettrait de faire n'importe quel vœu, et son vœu du coup serait de tuer tous les dieux pour se venger de la mort de sa fille. On apprend quoi sur la bataille finale où Thor va essayer de sauver les gosses? Que la clé pour ouvrir l'éternité, c'est tout simplement le Bifrost. Du coup, moi j'ai été voir Thor Love and Thunder en avant-première hier avec des amis, et l'un d'eux m'a dit quelque chose d'intéressant. Du coup, Thanos, pourquoi il s'est fait chier avec les 6 pierres d'infinité? S'il suffisait d'utiliser le Bifrost pour faire un vœu? Non mais sans déconner, il a défoncé tout le monde pour les 6 pierres d'infinité, il suffisait de défoncer les Asgardiens pour utiliser le Bifrost pour... Enfin bref, j'ai trouvé cette réflexion plutôt marrante et plutôt vraie en fait. Du coup, Jane débarque alors qu'elle devait pas débarquer parce que le marteau est en train de la tuer. On nous a justifié que Jane devienne Thor parce que Thor justement avait demandé à Mjolnir de protéger Jane quoi qu'il arrive, mais finalement il la tue complètement. Donc elle arrive à la bataille finale, elle commence à aider Thor. Gorr arrive à ouvrir l'éternité. Jane a pu son marteau et du coup est toute fragile avec son cancer phase 4. Et lui souhaite ramener sa fille plutôt que de venger tous les dieux. Il ramène sa fille qui est née du coup de l'éternité. Jane meurt en poussière d'étoiles. Et Thor du coup repart avec la fille de Gorr finalement, et ça se termine avec eux qui vont se battre, et voilà, la Stormbreaker, lui il a Mjolnir, et elle a des super pouvoirs car elle a été créée par l'éternité. Franchement je sais pas quoi vous dire, on va dire que les points positifs c'est vraiment la mise en scène, la musique, les couleurs utilisées, et les choix artistiques qui ont été faits pour certains personnages. D'ailleurs l'utilisation de Mjolnir brisé, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que Jane Foster pouvait utiliser les petits morceaux à volonté, les guider, etc. Donc c'était vraiment très intéressant ça. On a des caméos de Matt Damon, du frère de Chris Hemsworth, d'autres acteurs, mais tellement ridicules que je vais pas en parler parce que ça fait mal pour eux. Pareil, on a une vanne assez bateau de la part de Gorr, qui fait beaucoup de vannes dans ce film d'ailleurs, où en fait il commence à parler de Jane Foster et Gorr ne comprend pas et répète quoi, Jodie Foster, donc Jodie Foster, référence à l'actrice. Ah, ça fait à peine sourire quoi. Voilà, le film est lourd de par son humour, il a pas grand intérêt, le scénario n'est pas du tout approfondi. Malgré qu'on avait de quoi faire avec un tueur de dieu, ça aurait vraiment pu être intéressant, on aurait vraiment pu avoir de gros enjeux. Mais le but du réalisateur était vraiment de faire une suite à Ragnarok dans le même style. Malheureusement, il a pas choisi le bon sujet pour ce film parce que ça colle pas du tout. Les scènes sont tellement décalées que même à la mort de Jane, tu ressens rien. Dommage parce qu'il y a des dialogues un peu médiocres, trop de vannes, ce qui est vraiment dommage quand on voit ce qu'ils ont fait de la mise en scène, de l'utilisation des mouvements de la caméra et des jeux de couleurs et de l'ambiance permanente du film. Il y avait vraiment quelque chose de bien faire avec ça. Et ils ont totalement foiré, alors qu'ils avaient vraiment toutes les cartes en main pour le coup. Pour moi, le MCU finalement restera le MCU, c'est presque plus ça va, plus il s'enterre. Merci d'avoir suivi cette critique. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, je fais également des vidéos réactions, des trailers de jeux, de films et de séries. Merci de soutenir mon travail et surtout, prends soin de toi, à la prochaine. Ciao.